Villageois, villageoises, parmi nous se cache un démon. Mais pas de panique, on va régler ça dans le calme. Qui veut être exécuté en premier? Hein? Qui? Blood on a Clock Tower est un jeu de déduction, d'identité secrète et de mensonges. Comme dans le célèbre jeu Loup-garou, pour gagner, vous devrez découvrir qui, parmi vos amis, est une créature assoiffée de sang. Vous allez voir que ce jeu a beaucoup en commun avec Loup-garou. Alors si vous y avez déjà joué, vous ne serez pas perdu. Il y a quand même des différences majeures. Tous les joueurs vont avoir un pouvoir spécial. Même si vous mourrez, vous pourrez continuer à jouer et le maître de jeu peut guider la partie dans des directions complètement inattendues. Vous allez voir, ça rock. Une partie peut prendre entre 30 et 120 minutes et vous aurez besoin de rassembler entre 5 et 20 joueurs. Oui, c'est un jeu de grand groupe, alors prévoyez les choses en conséquence. Si vous êtes comme nous, ça va peut-être vous prendre 37 échanges de courriels, 4 doodles puis 6 mois d'avance pour réussir à rassembler autant de gens. Mais courage, ça vaut la peine. Un des joueurs est désigné compteur. Souvent, c'est le propriétaire du jeu ou la personne qui connaît le mieux les règles. Le compteur sera l'animateur de la partie, le maître de jeu. Le compteur prend possession du grimoire, ça c'est la boîte du jeu, qui peut s'ouvrir pour prendre des notes. Vous allez voir, c'est pas mal cool. Choisissez ensuite un scénario de jeu. Il s'agit de l'une de ces petites boîtes qui contient tous les rôles pour notre histoire. Pour votre première partie, on vous propose de commencer le scénario avec Trouble Brewing. Le compteur va ensuite préparer la partie. Il prend tous les jetons rôles de la boîte scénario et détermine lesquels seront en jeu. Vous allez voir que les rôles sont divisés en deux équipes. Les bleus, les doux villageois innocents, et les rouges, le démon et ses serviteurs. À la fin de la partie, seule l'une des deux équipes sera victorieuse. Le compteur choisit les rôles en respectant la quantité demandée selon le nombre de joueurs. Bon, par exemple, dans une partie à 8 joueurs, je dois choisir 5 rôles de villageois, un étranger, un serviteur et un démon. Une fois les rôles choisis, le compteur met les jetons correspondants dans le sac. Les autres rôles sont retournés dans la boîte scénario. Tous les joueurs ferment les yeux et reçoivent un jeton tiré du sac. Ce jeton représente votre rôle pour la partie. Regardez-le en secret et retenez-le bien. Le compteur va ensuite récupérer les jetons et les placer dans son grimoire de façon à représenter l'espace de jeu. Par exemple, si Pierre-Louis joue le soldat et qu'il est juste à ma droite, je vais mettre son jeton rôle juste ici. Puis le rôle de son voisin de droite ici, puis ici, etc., pour faire comme une version miniature de notre zone de jeu dans mon grimoire. Allô les petits amis! On se rappelle que tout ça est en secret, OK? Vos joueurs ne doivent jamais voir votre grimoire. Bon, le jeu peut commencer par une première nuit. Donc dans la phase nuit, tout le monde ferme les yeux, sauf le compteur. Dans cette première nuit, le compteur va donner des informations en silence à des joueurs choisis. S'il y a plus de 7 joueurs, les serviteurs du mal ouvrent leurs yeux et le compteur leur pointe qui est le démon, leur maître. Puis, ils ferment leurs yeux. S'il y a plus de 7 joueurs toujours, le compteur va demander au démon d'ouvrir les yeux, il va lui pointer les joueurs qui sont ses serviteurs sans identifier leur pouvoir. Il va aussi lui montrer 3 rôles qui n'ont pas été distribués. Cette information pourra lui servir à bluffer. Le démon se rendort. Le compteur continue de donner ces informations secrètement dans l'ordre établi sur la fiche Première nuit de Trouble Brewing. Je ne détaillerai pas ici tous les pouvoirs parce qu'il y en a beaucoup, mais presque tout le monde commence avec une information ou un pouvoir, et ce, même les méchants. L'espion, par exemple, un des serviteurs du démon, pourra regarder le contenu du grimoire et ainsi connaître les rôles de tous. L'investigateur, qui lui fait partie de l'équipe des villageois, reçoit confirmation qu'un serviteur du mal spécifique est en jeu et le compteur va même lui pointer 2 joueurs. L'un d'eux incarne le serviteur ainsi désigné. Quand le jour se lève, on va discuter. Tout le monde peut parler. Vous pouvez dire aux autres quel rôle vous êtes, vous pouvez même révéler ce que vous avez appris, vous pouvez texter des gens, vous pouvez organiser une discussion intime à 2 et bien sûr, si vous êtes un démon ou un serviteur, vous devez mentir. Le but ici, c'est d'essayer de comprendre qui joue pour quelle équipe. Après quelques minutes, le compteur va appeler un vote. Dans cette étape, on va voter pour éliminer un joueur ou une joueuse qu'on croit être le démon. N'importe quel joueur vivant peut nommer quelqu'un. La personne nommée peut se défendre. « Hey, même pas vrai, je suis gentil, moi, là! » etc. Puis on va passer au vote. La personne en danger est alors éliminée si le nombre de votes égalise ou dépasse la moitié des joueurs encore vivants. Aussi, sachez que dans ce jeu, les morts continuent de jouer. Si vous mourrez, dans le jeu, là, pas dans la vraie vie, vous avez tous un dernier vote que vous pouvez utiliser lors de n'importe quel futur vote. Bon, si un joueur est exécuté, on en prend note, puis on retourne vers la nuit. Tout le monde ferme les yeux, même les éventuels décédés. Puis, le compteur réveille les différents rôles. Le imp,
Le démon va choisir en silence un joueur qu'il va tuer. L'empoisonneur, quant à lui, va désigner un joueur qui va perdre son pouvoir pour cette nuit. Le moine va choisir un joueur qui sera protégé de l'attaque du démon s'il n'a pas perdu son pouvoir, et etc., etc. Puis c'est là le fun du jeu, c'est de se réveiller le matin puis d'essayer de comprendre quel pouvoir est en jeu pour cette partie, lequel a été utilisé. Chaque joueur a une fiche aide-mémoire avec les 22 personnages qui peuvent être en jeu. Certains personnages viennent même mêler les cartes de manière jouissive. L'ivrogne, par exemple, ignore qu'il est ivrogne. Il reçoit un autre jeton personnage au choix du compteur en début de partie. Il passe toute la partie à croire qu'il est quelqu'un d'autre qu'il n'est pas. Le saint, lui, fait perdre instantanément son équipe s'il est exécuté par le village. Il passe la partie à supplier les autres de ne pas voter pour lui. Mais en même temps, c'est une couverture idéale pour un démon. Après chaque nuit, il y a discussion, nomination et habituellement exécution. Si l'équipe bleue, les villageois, parviennent à exécuter le démon, ils gagnent. L'équipe rouge, les serviteurs du mal, eux, gagnent s'il reste que 2 joueurs en jeu. Blood on a Clock Tower est un jeu épique. C'est vraiment une expérience. Le livret donne un tas de conseils pour bien mener une partie et les fiches résumées expliquent brillamment les différents rôles sans submerger les joueurs. La boîte vient même avec divers scénarios pour ceux qui auraient envie de complexifier l'expérience et de combattre des démons au pouvoir encore plus démoniaque. Ouvrez l'œil, chers amis, car ici, on ne peut faire confiance à personne. Personne. Même pas moi. Peut-être que je vous ai pas expliqué toutes les règles comme il faut. J'ai peut-être menti. Qui sait? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.